bonjour à tous. Je suis Ganelle Soussens, fondatrice d'Applicable Avocat, qui est une application qui permet aux avocats de gagner du temps et notamment dans le suivi des dossiers, gagner du temps de la sérénité pour suivre les dossiers plus facilement grâce à des process étape par étape et gagner du temps dans la relation avec le client en lui poussant un maximum d'informations sans que nous, ça nous prenne trop de temps. Votre client a un espace personnel qui lui permet de suivre son dossier. Et parmi les process qui sont en cours de création dans Applicable, il y a les process amiables. Donc, j'échange régulièrement avec Sonia, qui est une consoeur barreau des Hauts-de-Seine, grande spécialiste des modes amiables. En plus, qui est quelqu'un de très gentil, de très généreux de son savoir, de son expertise. Donc, un grand merci à toi de cette intervention aujourd'hui. C'est très Merci. gentil. On avait imaginé plusieurs axes pour décomposer ce webinaire. Donc, l'un des premiers, c'était d'avoir un panorama de tout ce qui existe, peut-être pas complètement exhaustif, mais le plus large possible, s'il te plaît, des modes amiables, parce que, alors moi qui ne connais pas très bien le sujet, je vais me faire l'innocente de la matinée, c'est que par la médiation, les tentatives de conciliation, voilà, c'est un peu le gros de ce qu'on connaît en général. Déjà, peut-être apporter des précisions sur ces deux choses-là, et Mhm. puis les autres, allons plus loin. Allons plus loin, exactement. Alors déjà, merci beaucoup Ganelle de ton invitation. Je suis toujours partante pour partager les modes amiables parce que j'y ai un intérêt qui est que plus on est formé, plus je peux avoir des confrères qui pratiquent de la même manière et qui font avancer les dossiers. Et c'est quand même le but, c'est la satisfaction de nos clients et un exercice plus agréable pour nous aussi de la profession. Donc, merci à toi d'avoir pensé à moi. Alors, évidemment, il y a aujourd'hui un énorme panel de processus amiables que l'on peut enclencher. On verra peut-être dans 2 minutes comment on les enclenche en fonction des dossiers. Mais d'abord, on va commencer par la médiation. Alors, peut-être je me présente, c'est peut-être plus logique aussi. Donc, je suis Sonia. Je suis avocat au barreau des Hauts-de-Seine, je suis avocate depuis 27 ans, médiatrice depuis 8 ans. Je suis médiatrice dans tous les domaines, que ce soit familial, droit des affaires, copropriété, immobilier, enfin voilà. Je suis depuis cette année auditrice d'enfants, c'est-à-dire je fais de l'audition amiable pour les enfants dans le cadre de la séparation de leurs parents. Je suis praticienne du processus collaboratif dont on va parler et je suis coprésidente des commissions modes amiables et MARD de mon barreau. Voilà, comme ça on a fait tout le… Quel CV. Donc, dans les différents processus, il y a effectivement d'abord la médiation. La médiation, c'est la chose des parties. C'est un médiateur qui est un tiers, qui est là pour guider les parties vers une solution satisfaisante. Il est impartial, il est neutre, il est indépendant et il crée un espace de dialogue et de confiance entre les parties, évidemment, qui peuvent être assistées de leurs avocats, mais c'est vraiment la chose des parties, c'est-à-dire la solution, elle est trouvée par les parties, pour les parties, en faisant vraiment du sur-mesure. Et globalement, ça permet un contexte pérenne, de trouver des accords dans toutes les matières possibles et imaginables. On peut faire de la médiation. La restriction, c'est les violences, évidemment. Mais effectivement, ce tiers, eh bien, c'est lui qui tient un petit peu le cadre et les parties sont là pour dialoguer. Elles le font en transparence, en honnêteté. Et comme c'est confidentiel, ça ouvre aussi le champ des possibles, ce qui veut dire que quand on est effectivement dans un cadre de médiation, on peut à la fois tout se dire, à la fois tout proposer, être créatif en sachant que voilà, on est protégé par la bulle de confidentialité. Pourquoi ce sujet est important? C'est parce que tous nos confrères qui sont là ont dû le constater. Il y a la politique de l'amiable qui se développe grâce à notre ancien confrère Dupond-Moretti. Il y a donc des ambassadeurs de l'amiable qui se sont déplacés dans toutes les cours d'appel de France et de Navarre, qui ont fait un certain nombre de préconisations. Et une des préconisations, c'est effectivement redévelopper la médiation. Et donc, on a beaucoup de juridictions, et la mienne à Nanterre est particulièrement efficace dans ce point-là. On fait des informations à la médiation, c'est-à-dire on oblige, entre guillemets, les parties à au moins se rendre à une première réunion d'information. Et cette réunion, elle sert à expliquer comment fonctionne la médiation, pourquoi ça peut être utile dans tel ou tel dossier,
globalement, les magistrats sont quand même un peu dans la sélectivité, c'est-à-dire ils essayent de regarder ce qui est éligible à la médiation dans des dossiers où on voit qu'il y a une rupture des pourparlers, où il y a effectivement peut-être encore des relations qui vont se perdurer au-delà de ce conflit et qu'il est donc nécessaire de dialoguer. Et leur constat est quand même assez dramatique, c'est qu'à l'audience, quand ils posent la question, dans 99% des cas, les confrères ne se sont même pas parlé. Ils ne se sont pas eus au téléphone. Et donc, moi qui fais les permanences de médiation, je fais ce constat. C'est-à-dire, j'écoute et vraiment, les confrères disent non, on ne s'est pas appelé. En fait, on a balancé notre assignation et en gros, on attend de voir ce qui se passe. Donc, ça choque beaucoup les magistrats qui se disent qu'effectivement, d'abord, se parler en tant qu'avocat, c'est quand même un minimum, et ensuite, que nos clients puissent dialoguer. Donc, ça, c'est la médiation. Il y a ensuite, pour continuer dans quelque chose qui est le monopole des avocats, la procédure participative, alors qui n'a aucun succès, mais alors aucun, qui est une procédure judiciaire, qui est donc un monopole des avocats, qui consiste à rédiger un contrat de procédure participative, d'engagement. Les parties s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à tenter de résoudre amiablement leur litige. Ça veut dire qu'ils veulent soit finaliser un accord, soit pour une mise en état du dossier, prévoir un calendrier de communication des pièces, etc. L'intervention, évidemment, des avocats est obligatoire et la convention de procédure participative est signée par tout le monde, avocats et parties. Alors, ça n'a pas du tout de succès, je pense, pour une raison très simple, c'est qu'on est tous habitués à faire comme on fait d'habitude, et que se dire que finalement on va s'auto-contraindre à avoir un calendrier beaucoup plus court que celui de nos tribunaux qui sont très longs. Chez moi, il y a des dossiers où tu as des mises en état qui peuvent durer 2 ans. Donc voilà, donc je trouve à titre personnel que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Oui. Excuse-moi, petite question, on ne peut pas décider d'une date de mise en état à la place du magistrat? Si. On peut décider. Si. Ah ouais. On peut se faire un propre calendrier de communication de pièces, de conclusion. Mais pas d'audience. Alors, pas d'audience, parce qu'évidemment, l'audience, elle est fixée à date lointaine, en accord avec le magistrat, à qui on va d'ailleurs remettre notre convention de procédure participative de mise en état ou de résolution du conflit. Donc, ça nous permet effectivement au moins de s'organiser, nous, et c'est très intéressant, notamment en appel, parce que c'est possible aussi en appel, d'organiser notre calendrier, de dire à telle date, on va communiquer telle pièce, à telle date, on va communiquer telle conclusion, et de s'organiser nous-mêmes en disant, on a besoin d'un mois, au lieu de subir les 3 mois, 4 mois, 5 mois, et par exemple, à Nanterre, qui est PF3 succession, c'est 6 mois des fois qu'on prend dans la vue entre deux mises en état. Donc voilà, donc ça n'a pas de succès, ça a pourtant un intérêt qui est qu'on peut faire à la fois une finalisation d'accord et à la fois une mise en état, qu'on peut faire des actes d'avocat, par exemple une expertise peut être mandatée par 2 confrères qui choisissent le nom de l'expert, qui décide de sa mission, de sa provision, et qui, dans le cadre de cette convention de procédure participative, disent au magistrat, lorsqu'il rendra son rapport, ça sera opposable à tous, l'équivalent d'une expertise judiciaire, et donc ça fait quand même avancer le schmilblick. Bon, ça ne marche pas. 3e process, c'est le processus collaboratif. Alors, le processus collaboratif, c'est un processus qui est aussi un engagement des parties et de leurs avocats dans un contrat de processus collaboratif pour trouver une solution globale et acceptable pour tous. C'est un process encadré avec des étapes. Les étapes sont des réunions très intéressantes, et on en reparlera pour la facturation. Il y a aussi une confidentialité renforcée. Ça facilite les accords. Ça veut dire qu'on se met autour d'une table à 4 avec un ordre du jour défini, qu'on a préparé, qu'on discute en réunion et on fait un débrief. Et c'est à double entrant, c'est à la fois du travail entre avocats, de préparation, de débrief, et de travail avec nos clients, de préparation et de débrief. Donc ça, c'est intérêt que ce processus, il est structuré, il est par étapes, on peut avancer à petits pas ou avancer globalement. Il est depuis peu, puisque je suis aussi administratif de l'AFPDC, même quand une procédure est engagée, on peut avoir recours à un processus collaboratif. Ça permet effectivement
trouver des points de négo, soit ultra urgents, soit sur le long terme. On peut faire ce qu'on appelle des procès-verbaux, enfin on acte un peu des accords si on a des accords séquencés. Donc là aussi, c'est une façon de négocier, alors qui est intéressante parce que c'est essentiellement de la négociation raisonnée. Et donc, ça fait le lien avec ma quatrième procédure, la négociation raisonnée. Pardon, je m'autorise à t'arrêter un instant. Est-ce que tu veux bien redonner le nom de l'association? Comme ça, je le mets dans les commentaires. AFPDC, s'il te plaît. Donc c'est l'Association française des praticiens de droit collaboratif. Merci beaucoup. De rien. Et donc, la négo raisonnée, c'est quoi? C'est aussi l'utilisation de modes de communication, la communication non violente, la reformulation, l'écoute active. C'est des outils communs finalement au mode amiable, notamment à la médiation. Ça va permettre quoi? De faire émerger ce qui s'appelle les besoins, les intérêts, les valeurs, les préoccupations de nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, cette négo raisonnée, et là où c'est très intéressant, c'est que dans une réunion à 4, cette négociation, elle permet de ne plus être sur des postures qui empêchent complètement d'avancer sur une solution amiable, mais ça va être de chercher les besoins de nos clients, leurs valeurs, leurs préoccupations dans ce dossier et comment on fait pour combiner les besoins de chacun. Et en fait, on s'aperçoit que quand on se sent écouté, eh ben, on est apte à écouter les besoins des autres et à faire un pas, un compromis, on l'appelle comme on veut, pour essayer d'aller vers cette solution négocier. Et donc, la négociation raisonnée, c'est l'inverse du marchand de tapis que quasiment 90% des avocats font. Alors, je veux une prestation compensatoire. Je dis ça parce que c'est mon domaine de 500 000 euros. Donc, je vais demander 1 million, comme ça, je vais obtenir 500 000 euros. Bah, ça ne marche pas. En fait, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. La négo raisonnée, c'est de l'objectivisation, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'ai besoin de 500 000 euros? Je vais expliquer pourquoi j'ai besoin de 500 000 euros. Alors, je ne dis pas que je vais les obtenir, mais je dis qu'au moins, si j'explique que j'ai besoin de me reloger, que parmi les recherches que j'ai faites de logements achetés, il n'y a pas moins de 500 000 euros pour avoir à Suresnes 2 chambres pour héberger mes enfants. C'est moi qui les aurai à titre principal dans la résidence. J'ai été voir mon banquier et si je mets moi 100 000 euros, il me faut encore 500 000 pour acheter. Voilà. Tout ça, c'est de l'objectivisation. Et ça permet évidemment d'être beaucoup plus, que la partie adverse soit beaucoup plus réceptive à ces données que balancer un chiffre dont on ne sait pas d'où il sort. Et les 2 derniers points, donc ça fait partie de ce qu'on se disait tout à l'heure sur ce que j'arrivais pas à vous partager, voilà. C'est la césure du procès civil et l'ARA. Alors en fait, grâce effectivement à l'amiable que nous propose Dupond-Moretti, il y a 2 nouveautés qui sont apparues. C'est depuis le 1er novembre, l'audience de règlement amiable. Alors j'ai fait un autre flyer que vous trouverez sur effectivement mon LinkedIn. J'ai fait 2 explications. L'explication de l'ARA, c'est quoi? L'ARA, c'est une procédure qui permet de demander au juge finalement de scinder la problématique juridique avec le souhait d'un règlement amiable. Ce qui était très intéressant dans cette nouvelle pratique, c'est que ça vous permet de dire, en fait, j'arrive pas à négocier, mais sous l'égide du juge, je vais arriver peut-être à convaincre le confrère de négocier. Le juge, là où c'est intéressant, c'est qu'à cette première audience, il va convoquer les parties, il va suggérer, ou vous allez suggérer, qu'il y ait une audience de règlement amiable. Donc, comme je le dis, ça peut être d'office par le juge ou à la demande des parties. On va effectivement avoir une convocation de comparaître de façon obligatoire en personne avec nos clients, et à l'audience, on aura un autre juge, parce que le juge de l'ARA n'est pas le juge de la formation qui va statuer sur le fond du dossier. Et donc, il va avoir un rôle qui est très intéressant, qui est de finalement faire un état des lieux de la situation, un état des lieux des positions des 2 parties, et de pouvoir nous dire en séance, qu'est-ce que vous voulez négocier? Parce que moi, en gros, à la lecture du dossier, je statuerai plutôt dans ce sens que dans ce sens. Alors, moi, je trouve que c'est dommage, c'est un avis personnel, qu'on ait, nous, perdu la maîtrise de tout ce que je viens de vous dire comme typologie de processus amiable pour revenir sous les juges du juge, mais en même temps, puisqu'on n'arrive pas à faire changer un certain nombre de confrères pour négocier utilement, eh bien, avec l'impact que peut avoir le juge, parce qu'on sait très bien que nos clients sont très sensibles à ce que va dire le juge ou pas, eh bien, finalement, on se dit, tiens,
voilà, on a effectivement cette possibilité qui est de dire, bon, bah voilà, je vais être convoqué, je vais devoir discuter avec le juge, ça interrompt les délais d'instance, donc de péremption, donc ça permet effectivement de ne pas être stressé en tant qu'avocat et de ne pas avoir d'angoisse sur le traitement, mais ça permet effectivement de négocier. Alors, petite question technique, excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc, ça peut être par exemple quand j'assigne au TJ et avant la première audience, je fais un message RPVA pour demander au juge de convoquer la fameuse ARA. absolument, Ok, absolument. Effectivement, une assignation doit être engagée, donc on doit avoir une convocation devant le tribunal judiciaire. Ça marche aussi en référé. Référés fonds mise en état orientation. On est convoqué à la première audience d'orientation et là, effectivement, on redit au juge, on voudrait un juge spécifique de l'ARA et on sera donc convoqué devant un autre juge. Alors, la mise en place, elle est complexe parce que effectivement, ça a nécessité des moyens nouveaux, des magistrats temporaires, etc. Et je sais que par exemple à Nanterre, Madame Gilles, qui s'occupe de la supervision des ARA, on a fait une en juin, elle doit nous faire un retour pour savoir comment ça s'est déroulé. Je crois que Fabrice Vert à Paris, qui est aussi le chantre et un ambassadeur de l'amiable, en a déjà fait une. Donc j'essaie pour ma commission de septembre des modes amiables, de regrouper un peu les expériences de chacun pour, voilà, il faudra que tu me réinvites. bien volontiers. Un état des lieux de la situation une fois qu'on Mais aura alors, ça. donc, ça veut dire que ces deux TJ qui sont sans doute les plus gros en France, chacun n'a eu qu'une audience d'ARA depuis Oui, que le parce que dispositif a vraiment été mis en place. Effectivement, on novembre, s'en est pas vraiment emparé alors. personne ne s'en est emparé. Il y a quand même D'accord. une logistique. Il faut prévoir des audiences particulières et sur le long terme, les audiences sont de 3 heures. Parce qu'au Ok. sein de cet ARA, avec ce juge spécifiquement dédié, on va avoir un vrai échange, une vraie négociation. Donc c'est pour ça que je suis curieuse de savoir comment les magistrats se sont emparés de ça. Ils nous ont tous dit qu'ils se formaient, qu'il y a des formations spécifiques au sein de l'ENM pour l'ARA et la D'accord. césure, parce qu'effectivement, ça demande un autre positionnement qui est quand même un peu délicat, parce qu'effectivement, il y a quand même ne pas anticiper sur la décision finale, tout en permettant aux gens de négocier, tout en permettant, les textes du Code civil le disent et du Code de procédure, qu'en fait le juge prend en compte ce qui a été dit. Alors là où on avait quelques petites réserves d'un certain nombre de confrères, c'est qu'il n'y aura que l'assignation qui aura été délivrée. Ah oui. Et ensuite, effectivement, on n'a pas l'autre version. Donc, la question se posait de savoir s'il ne fallait pas que la partie défendresse conclue pour que le juge ait l'ensemble des éléments, ou si à l'audience d'ARA, effectivement, il y aura une vraie discussion qui pourra s'engager entre toutes les parties. Et Donc, voilà. donc, on peut mettre en place une convention de procédure participative en prévision de l'ARA. On peut absolument. Voilà. Non, mais alors ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'effectivement, tout peut être combiné. Hein. Les modes amiables, ils peuvent alors se superposer, s'ajouter. Quand on fait une négociation raisonnée, finalement, c'est une vraie négociation qui est adaptable dans tous les modes. Quand on fait de la médiation, la médiation, ça peut être en même temps qu'une procédure participative, un processus collaboratif. Donc, on a vraiment plein d'outils. La question, et on va peut-être la poser à nos confrères, c'est comment vous voyez les choses? Moi, je vois les choses en disant l'intérêt de mon client, c'est celui de négocier. Aujourd'hui, la négociation, c'est pas encore une fois marchand de tapis, c'est comment j'obtiens gain de cause pour mon client, comment je fais tourner mon cabinet et comment tout le monde ressort satisfait. Je suis désolée de dire à tous les confrères, mais un client n'est pas satisfait quand on sort une décision au bout d'1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans et demi. Où on va en appel, ou voilà, c'est pas possible en fait. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est nous, notre façon on va dire, de négocier et d'avoir effectivement un certain nombre de contraintes pour nos cabinets et le fonctionnement de nos cabinets. Mais en réalité, ça fonctionne très bien. On prépare nos clients. C'est peut-être, si tu veux, qu'on enchaîne sur cette partie-là qui est. Oui, mais alors déjà, à la décharge des confrères moins compétents que toi sur le sujet, je pense qu'il y a un vrai déficit de formation. Oui, C'est-à-dire que toi, ce que tu nous as dit, c'est que tu es médiatrice depuis 8 ans, ça fait plus longtemps que tu exerces. Il y a un moment dans ta carrière où tu t'es dit, je ne suis pas satisfaite de ce qui se passe en judiciaire, je veux être en capacité de proposer à mes clients quelque chose qui soit vraiment satisfaisant pour eux, avec des vraies solutions ouais, tout à auxquelles fait. ils adhèrent.
Absolument. Moi, je me suis toujours dit que ce qui était effectivement essentiel, c'était la satisfaction du client parce que en 25 ans de procédure judiciaire, en fait, ce qui m'a soucié, c'est que je n'ai jamais réussi à avoir une satisfaction totale d'un client alors que j'avais une super décision de justice. Voilà. Donc, ça remet en cause ta façon d'exercer parce que tu te dis à un moment donné, voilà, comment c'est possible qu'on ait pas satisfaction alors pour autant que évidemment on est sur quelque chose qui doit être notre matière première et ce qu'on sait faire. Donc c'est vrai que je me suis interrogée, c'est comme ça que je me suis formée à la communication non violente, à la négociation raisonnée, d'Harvard, à plein d'autres systèmes qui m'ont fait exercer autrement. Après, j'ai eu un DU de modes amiables et effectivement, ça permet d'avoir un certain nombre d'outils qui permettent d'exercer autrement. Voilà. Alors, je vois qu'il y a un des confrères, voilà. oui, une sœur qui disait que ça durait 40-45 minutes à Lille. Alors, bon, peut-être qu'elle peut prendre la parole pour nous dire comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est dit, parce que ça me semble court. Vraiment, nos magistrats à Nanterre nous ont dit qu'il fallait au moins tenir 3 heures, avec la difficulté supplémentaire qu'il faut un greffier à la fin de l'audience s'il y a des accords, parce que le code de procédure prévoit effectivement ceci, que le greffier soit présent. Donc, entérine l'accord, note l'accord. Plutôt qu'une fin de journée, voilà. Dites-nous, consoeur, vous voulez bien partager votre expérience? C'est super intéressant. Merci beaucoup de cette initiative. Donc, Axel Desmarais, effectivement, du barreau de Lille. Et nous, on a été un peu étonnés parce qu'en début d'année, on a effectivement eu la Chambre civile qui nous a expliqué tout ce qui était ARA dans le cadre de la commission MARD, de notre barreau. Et là où on entendait que ce serait 3 heures, nous, c'est vraiment 30 à 45 minutes. Il y a eu plusieurs dossiers depuis qui ont été faits. Mais c'est vrai que c'est extrêmement court par rapport à ce qu'on entend là, 3 heures. Moi-même, je suis médiatrice familiale en parallèle, j'ai le diplôme d'État. Et effectivement, je pense que c'est assez court pour pouvoir déblayer le terrain tranquillement. Et à mon sens, dans ce cas, il faut vraiment qu'en amont, les parties soient davantage encore préparées par les avocats pour pouvoir aller à l'essentiel lors de ces audiences de règlement amiable. Et concrètement, le magistrat qui tenait l'audience vous a donné quelle était son amorce de solution? Je n'ai pas fait d'audience parce que entendu. Ça aussi, on le voit finalement, on s'aperçoit que comme on parle de droit indisponible, ils font le raccourci en se disant il n'y aura pas d'ARA ou très peu dans le cadre du droit de la famille et c'est plus en matière de construction ou autre que ça s'est développé pour l'instant. Mais effectivement, il n'y a pas le greffier, c'est juste le juge de l'ARA qui est là avec donc les avocats et les parties. Et s'il y a un accord qui se trouve et qui veulent non pas le rédiger après, mais derrière l'audience ou bien revenir à une autre audience pour pouvoir le faire acter par le greffier, ça se passe comme ça en fait. On part à la chasse au greffier dans les couloirs du TJ. Voilà, c'est ça. Et on est sur 2 demi-journées. Là, je pense qu'on est passé à 2 demi-journées par mois. Voilà, donc c'est 3 audiences d'ARA sur une après-midi. Donc, on est loin des 3 heures par dossier. Sonia, pardon, je reviens un peu en arrière. Du coup, on couple ARA et césure du procès civil. Du procès civil. Est-ce que tu veux bien nous préciser ce que ça signifie? Ce que je disais, effectivement, merci beaucoup, consoeur, de votre expérience. C'est intéressant de savoir. Alors, pour répondre à votre question, je pense que vous avez raison. En 45 minutes, on n'arrivera à rien. Peut-être que c'est une première étape déjà pour baliser un peu les choses et faire un peu de pédagogie et peut-être effectivement poser les bases déjà d'un accord. Mais je pense que ça serait utile effectivement et d'où l'intérêt, nous, de savoir si on va aller en ARA pour préparer nos clients parce que je pense qu'ils vont aussi être surpris de savoir comment ça se passe. Donc, c'est intéressant d'avoir les process de chacun. Matériellement, de toute façon, les juges nous disaient, déjà, c'est des volontaires. Donc, on a posé cette question, effectivement, s'ils étaient formés. Alors, ils nous disaient que oui, le mouvement GEM notamment, etc. Mais ils disaient que concrètement, s'ils travaillent ces dossiers-là, ils perdent du temps sur leur propre dossier où ils ont déjà du retard. Oui. Pas des juges complètement dédiés, c'est vraiment des volontaires qui ont envie d'exercer différemment et s'intéresser à ça, mais pour autant, ils n'ont pas les moyens matériels.
Oui, oui, non, mais ça, je le comprends bien. C'est pour ça qu'ils avaient dit que ce serait peut-être des magistrats temporaires qui étaient vraiment, qui étaient rajoutés au personnel en place pour pouvoir effectivement aider à la mise en place de l'ARA. Bon, on va voir si ça se met en place. Je vous ferai un retour sur ce qui se passe effectivement à Nanterre et à Paris. Et oui, Alors, alors là, la césure, c'est aussi une nouveauté, donc applicable depuis novembre 2023. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste à demander au juge qu'il tranche un point particulier du litige. Ça veut dire qu'effectivement, on va dissocier le côté procédure, enfin, le procès va finalement se scinder en deux. On va avoir une ordonnance de clôture partielle et on va avoir une phase 1 où le juge va mettre en attente parce que les parties vont négocier sur les autres points du procès, tandis que le juge va finalement statuer sur le point de droit qui lui est soumis. Alors, ce qui a été défini par finalement la DACS et le ministère de la Justice, c'est quand même beaucoup les sujets d'indemnisation et de responsabilité. Les exemples qu'il donnait justement sur la césure, c'était finalement les questions de responsabilité vont se poser et il vaut mieux que ça soit tranché tout de suite. Alors, savoir en matière de construction, toi qui es très au fait de ça, c'est quand même essentiel de savoir comment on ventile la responsabilité. Et ensuite, les parties peuvent négocier sur la question d'indemnisation. Et donc, c'est là où ça paraissait effectivement, je trouve intéressant, c'est de se dire que effectivement, cette césure, elle permet à la fois d'être tranchée sur ce point et que ça soit la fin de la procédure, on aura ce qui s'appelle un jugement partiel sur lequel un appel est possible. Et après, sur le reste, un renvoi à la mise en état pour la partie non tranchée. Et du coup, recommencer à avoir des négociations, mais on aura eu au moins ce point qui aura été tranché. Et si, je sais pas, une compagnie d'assurance, elle a 80%, le syndicat des copropriétaires 20%, comment on fait pour se répartir après vis-à-vis du demandeur les indemnités? Est-ce qu'on les calcule nous? Voilà. Et donc, ça permettait encore une fois, et c'était l'idée du ministère, de reprendre la main en tant qu'avocat sur cette partie de négociation qui finalement peut tout à fait être objectivée, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait reprendre les critères d'indemnisation dans son domaine, si c'est du préjudice corporel, si c'est du préjudice... Le rapport de l'expert judiciaire. Le rapport de l'expert, etc. Ok, donc pareil, on fait un petit message RPVA pour demander au juge, avec l'accord des confrères, j'imagine, Oui. Dans un premier temps, par un jugement partiel, de trancher cette question. Et donc, il va y avoir une mise en état là-dessus, une audience de plaidoirie, et on ne demande au juge que de trancher partiellement le litige. Alors, me vient à l'esprit une réflexion spécialement à Nanterre, parce qu'on sait qu'il y a des grosses difficultés concernant les délais. Peut-être que les confrères, et c'est ce qui me vient à l'esprit spontanément, on se dit ça vient rallonger encore. Il faut déjà tellement de temps pour avoir une audience de plaidoirie. Alors, c'est non seulement ça, et puis comme je l'ai dit, comme la césure elle-même, le jugement partiel peut faire l'objet d'un appel, voilà, moi je ne suis pas certaine que effectivement ça soit forcément intéressant. Je trouve que soit ça fait partie de l'ARA globale, c'est plus intéressant parce que du coup on peut négocier tout, à la fois la responsabilité et à la fois l'indemnisation. Médiatrice dans un gros dossier avec je sais pas, 15 parties et il y a des assurances, etc., c'est évident que, il y a eu un rapport d'experts, mais qu'après, il y a du dialogue entre les parties pour savoir comment on indemnise, qui, quel poste, etc., et que c'est intéressant en question de responsabilité, en question d'indemnisation. Donc je trouve que là, pour la césure, je vois pas, enfin, à part des domaines très particuliers, j'en vois pas l'utilité. J'ai pas eu de retour non plus des magistrats sur savoir s'ils avaient été sollicités sur la césure. En tout cas, merci de ces explications super claires. Alors, dans le déroulé qu'on a imaginé, mais qui peut complètement évoluer en fonction de vos questions, hein, chers confrères participants, moi, j'avais envie que tu nous proposes quelques techniques simples, applicables en tout cas, avant des formations plus poussées, mais pour bien se comporter, enfin en tout cas être efficace en négociation. Et quand on a préparé ce matin avec Sonia, j'ai en particulier
je- moi, j'ai l'habitude du contentieux, de l'expertise judiciaire en construction où on se frite assez et on a du mal quand on arrive en médiation. Alors, forcément, oui, on se dit oui, c'est super, ce serait très bien pour nos clients. En plus, moi, je trouve qu'au moins, ils participent à la résolution de leurs litiges, voilà. Mais on garde la même posture et parfois, ce que disent les confrères m'énerve et du coup, je monte dans les tours. Donc, Exactement. aide-nous, aide-moi, C'est des bons exactement. tips là. Oui, tout à fait. Alors, la difficulté, si tu veux, c'est quoi? C'est effectivement, on a tous notre posture en tant qu'avocat en se disant, mon client a raison, l'autre a tort. Et ceux qui ne sont pas formés au mode amiable, alors je vois par exemple Marianique qui est là, et bonjour Marianique, merci d'être là. Quand on est formé, on sait qu'on doit changer de posture, c'est-à-dire on doit faire ce pas de côté pour se dire, évidemment la version de mon client, elle est peut-être parfaitement justifiée, mais je ne connais pas la version de l'autre, et la problématique, c'est qu'il peut aussi avoir raison de son point de vue. Et donc, avoir raison de son point de vue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a probablement des arguments que nous, on ne connaît pas et qui justifient sa position. Donc, moi, je trouve toujours compliqué d'abord de ne pas se parler entre avocats. Je te citais l'exemple en matière familiale. J'appelle très souvent les confrères avant même de faire un mail quand je sais que c'est des confrères qui interviennent. J'appelle et j'essaye de dire, ben voilà, je me présente, comment vous voyez le dossier, est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Et il y a 80% des confrères qui ne me prennent pas au téléphone, qui ne me rappellent jamais et qui m'envoient un mail en me disant, quelles sont vos propositions? Mais en fait, je ne peux pas faire de proposition quand je ne sais pas ce que ton client veut, quand je ne sais pas son état d'esprit, quand je ne sais pas les enjeux. Donc, ma recommandation, c'est d'abord une réunion à 4. Alors, dans plein de matières, j'entends bien que c'est compliqué, qu'en matière sociale, on n'a pas envie forcément, quand on est salarié, de rencontrer son patron qui vous a mis à la porte. Quand on est en train de divorcer, on n'a pas forcément envie d'être en face à face avec celui qu'on ne peut plus voir en peinture. Sauf que, il y a un tempo pour tout ça, je suis tout à fait d'accord. Sauf que c'est notre rôle de trouver des solutions. C'est notre rôle d'arrêter, d'appuyer sur le bouton de le conflit augmente parce que notre RIN, donc notre règlement intérieur national, nous fait obligation de proposer à nos clients des modes amiables. Donc, en fait, la question primordiale, c'est celle-ci, c'est qu'on s'empare des modes amiables, on se forme, mais que nous, on doit avoir cette posture aussi de proposer à nos clients, de dire, bon, ben voilà, là, il y a la possibilité de négocier et il faut qu'on le fasse. Donc, pour revenir à ta question, 2 points très importants. La négociation raisonnée est la base de tout. Ça consiste à faire de façon objective l'étude de ton dossier, les points forts, les points faibles. Ça veut dire aussi, en réalité, avoir des éléments d'objectivisation. Par exemple, moi, en matière de droit de la famille, l'objectivisation, c'est la valeur des biens. L'objectivisation, c'est la prestation compensatoire. J'ai fait mes calculs, la contribution pour les enfants. C'est aussi ce qu'on appelle la meilleure solution de rechange, c'est-à-dire si mon client va au procès, qu'est-ce qu'il peut obtenir, mais quel est son risque? Et dans ce risque, je calcule notamment tout ce qui est coût de la procédure judiciaire. Le coût en fatigue morale, le coût en fatigue tout court, le financier, ce qu'il peut obtenir en amiable, ce qu'il n'obtiendrait pas en judiciaire, le temps à passer. Et donc, quand on fait cette estimation, finalement, notre client avec nous regarde les avantages et les inconvénients et dit, bon, ben là, finalement, puisque mon risque est de temps, je peux tout à fait lâcher du lest sur ça, faire une proposition sur ça. Et en fait, on fait un audit de la situation, audit qui est d'autant plus intéressant que, par exemple, quand on est en processus collaboratif, on peut partager cet audit. C'est-à-dire que l'intérêt du processus collaboratif, par exemple, c'est d'être à deux à faire cet audit de la situation respective de nos clients, puisqu'on a décidé d'être à la fois transparent et à la fois de bonne foi. Donc, on communique les éléments financiers, les éléments jurisprudentiels, par exemple, si on n'est pas d'accord sur un calcul de créances, de récompenses, sur des choses qui seraient des biens propres ou des fonds propres d'une partie, eh ben, on met
nos appréciations discordantes en disant à mon sens c'est cette jurisprudence qui s'applique, ça donne ça comme calcul, et le confrère ou la consoeur dit bah moi je suis pas d'accord, je vois plutôt ça comme ça. On a par exemple les actes liquidatifs, donc par exemple le notaire qui rédige un acte liquidatif qu'on intègre dans le calcul. Vous de votre côté en immobilier, bah, ça peut être justement l'expertise judiciaire ou l'expertise amiable qui vient dire bon bah là attention monsieur, vous avez quand même un gros risque, c'est vous qui êtes responsable de la démolition ou du désordre XY, et votre risque c'est quoi? Bah, c'est d'être reconnu comme responsable, d'avoir une indemnisation, d'avoir des frais d'avocat, d'avoir à votre charge l'expertise judiciaire, voilà. Et donc cette négociation-là, de façon objective, c'est les plus, les moins, et c'est cette solution de rechange. Qu'est-ce qu'on propose à notre client si on ne va pas à la table des négociations? Qu'est-ce qui se passe en dehors de la table des négociations? Et ça, c'est très concret et ça marche très bien. Et face à un confrère qui n'est pas du tout réceptif à ce qu'on essaie de lui expliquer ou qui, lui, reste dans sa posture standard. C'est vrai que ça arrive effectivement très souvent. Ouais. La question, Est-ce que tu as des outils pour dénier? Oui, c'est l'amener à la table des négociations. Des... Et parfois, il n'est pas à l'aise avec l'amiable. Alors, c'est vrai que la difficulté, c'est quand on est extrêmement formé et voilà, très ciblé, amiable. On se dit, ah ben moi qui ne sais pas faire, je vais me faire avoir, je ne vais pas être à l'aise avec cette forme de négociation, du coup, ça ne va pas être favorable à mon client, comment je vais faire? Eh bien, on essaye de l'amener avec nous en lui disant, mais voilà, le but de nos clients, c'est de trouver un accord. On reviendra sur la facturation, c'est de l'amener sur la question de la facturation en disant que tout ça se facture très, très bien. Et c'est lui dire, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, vous et moi, pour amener nos clients à la table des négociations. Si on sent que c'est son client qui est rétif, à ce moment-là, on lui dit, bah, est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont les problématiques rencontrées pour votre client? Alors, ça peut ne pas être le bon moment de se rencontrer. Ça peut être, on est déjà tellement en colère, tellement fâché, tellement, voilà, que le client n'est pas en mesure de le comprendre. Par contre, le confrère, on peut lui dire, bon, bah, ok, votre client n'est pas réceptif, mais vous, est-ce qu'entre vous et moi, déjà, on peut, bah, voilà, se faire un point entre nous, les points bloquants, qu'est-ce qu'on peut s'échanger comme pièces, etc., pour essayer d'avancer. Donc ça permet, et après, de débloquer effectivement le confrère sur ça. L'amener dans notre cercle à nous en disant, bah, je comprends très bien, vous n'avez pas l'habitude de l'amiable, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Soit vous aider à convaincre votre client, soit comment est-ce que vous verriez les choses, qu'est-ce qui vous pose problème, etc. Et finalement, quand on se met dans le giron du confrère, quand on se met à sa place parce qu'on a fait de la communication non violente, de la reformulation, eh ben on comprend son besoin finalement. Et quand on comprend son besoin, ben on arrive à l'amener avec nous dans notre giron. Bon, écoute, merci beaucoup. Attends, je vois qu'il y a une petite question. Tu l'as? Oui, je l'ai. Combien y a-t-il de dossiers traités en pratique à la bière? Alors moi, vous faites une transition parfaite avec le sujet d'après qui était la sélection des dossiers. Merci. 99% des dossiers, entre 99% des dossiers amiables. Nous, on fait quasiment que ça. C'est génial. Un peu de contentieux. Mais parce que vous avez des confrères qui sont aussi favorables à ça, parce que c'est vrai que, enfin, je vois, moi, je rencontre beaucoup de difficultés à effectivement convaincre, enfin, je sais pas le mot, hein, convaincre, mais à faire changer en tout cas la culture de l'avocat qui est en face de moi, et je le comprends et je l'entends, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est encore frileux, quoi. Alors, vous avez raison, consoeur, c'est pas forcément facile. Il y a 2 paramètres pour moi qui ont été essentiels. C'est un, qu'effectivement, vous allez sur mon site, on affiche la couleur. Ce qui veut dire aussi qu'on a les clients qui viennent pour ça. Et quand on a des clients qui viennent pour ça, bien souvent, eux-mêmes arrivent à convaincre leur conjoint, leur partenaire, leur mari, leur femme, d'être dans la même dynamique. Donc, ça aide aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'amener l'autre dans ce giron-là, sur l'intérêt commun, sur l'apaisement. C'est quand même un petit peu, on va dire, quelque chose qui est en ce moment communément développé. On entend beaucoup la politique de l'amiable et les clients sont sensibilisés à ça. Donc, même si nous,
on est effectivement sensibilisé à ça. Moi, par exemple, le premier courrier que j'envoie, il rappelle tous les modes amiables. J'ai une plaquette que j'envoie. J'ai mon client ou ma cliente qui refait un petit coup de ça serait bien quand même qu'on soit dans le même état d'esprit. On joue quand même beaucoup sur l'apaisement, les enfants. Et moi, je joue beaucoup aussi sur le fait qu'on obtient de bien meilleurs accords en négociant. Alors, on n'est pas à l'abri, évidemment, d'avoir des confrères qui assignent, etc. Mais même des choses qui ont débuté de façon assez judiciaire, on est arrivé à rebasculer. C'est pour ça que je dis que je tiens compte je tiens compte de ces dossiers-là aussi dans l'amiable, parce que finalement, on a rebasculé sur de l'amiable. Et nous-mêmes, ça nous arrive de faire du judiciaire parce qu'on n'a personne en face ou parce que ça traîne, etc. Par contre, on a des écritures éthiques, c'est-à-dire qu'on évite autant que possible de rallumer le feu et d'appuyer sur le déclencheur du conflit pour essayer justement d'être factuel et de faire des propositions. Et les écritures éthiques, je crois que ça fait aussi partie de la façon dont on amène le confrère avec nous. Et j'ai eu plusieurs confrères qui m'ont remercié en disant c'est parce que vous avez eu ces écritures, et bien que ce soit judiciaire, qu'en fait mon client ou ma cliente s'est dit finalement c'est quand même, il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a pas de petits mots désagréables, on fait que des demandes objectives. D'abord, les magistrats aussi aiment ça, et ça apaise complètement les dossiers. Il y a des dossiers où on a besoin d'aller au judiciaire, par exemple les gens sont de nationalité étrangère, on ne peut pas faire autrement, et on apaise les choses et on trouve des accords. Ah, j'aime beaucoup cette idée des écritures éthiques, surtout dans ta matière. Je pense que c'est. J'ai déjà vu quelques copines en larmes après avoir lu les conclusions de l'avocat adverse et je trouvais que c'était vraiment dur, quoi. Si tu veux, que de recevoir des choses ultra violentes qui ne sont pas nécessaires. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire parfois, parce qu'effectivement, quand il y a des cas de violence, mais il y a façon et façon de le dire. J'ai fait une ordonnance de protection, par exemple, pour une cliente victime de violences conjugales. Je n'ai fait que du factuel. Je n'ai pas dit monsieur a fait ceci, monsieur a fait ça. J'ai dit passé telle chose, voilà le PV, voilà la plainte qui a été déposée, voilà le contenu, etc. Sans après de petits mots qui permettent d'envenimer le conflit. Et pourtant, on est dans un dossier de violence conjugale. Et la consoeur m'a dit, j'ai été hyper surprise par votre façon d'écrire parce que je trouve que c'est respectueux. Et encore une fois, on n'est pas là pour détruire l'autre, d'autant plus que notamment dans les violences conjugales, on sait ce que peut faire une décision violente ou des écritures violentes sur l'autre. Il y a eu récemment un certain nombre de passages à l'acte à l'égard de la femme et des enfants, d'hommes qui avaient été condamnés pour violence conjugale. Donc, ça ne fait qu'aggraver les choses. Donc, voilà, dans les conflits qui peuvent être apaisés, je pense que c'est notre responsabilité d'avoir, si ce n'est des écritures éthiques, au moins une parole qui n'est pas agressive, parce que ça ne sert à rien et on n'est pas le porte-plume de nos clients. Là encore, je peux le dire. Ouais. On a notre façon de voir les choses et nous, on dit très clairement à nos clients. Alors certains nous disent, mais non, moi je veux qu'on dise si, ça, ils sont très énervés. On dit, non monsieur, en fait, vous le savez depuis le début, on ne travaille pas comme ça, c'est pas notre façon de faire. Pour que vous obteniez gain de cause, le magistrat, toutes vos petites récriminations, ça l'énerve. Ça va prendre 20 pages de plus. Nous, on fait des trucs carrés, avec des demandes juridiques, avec ce qu'il faut, et on essaye d'être objectif. Et on obtient de très belles décisions, hein. C'est pas... J'en doute pas. Et alors, pour les quelques minutes qui nous restent, on s'était aussi engagé à parler de comment je bâtis un cabinet, comment je valorise mes prestations dans l'amiable. C'est-à-dire faire de l'amiable une activité rentable, c'est-à-dire gagnant-gagnant, des bonnes solutions pour nos décisions, mais aussi des sous pour nos cabinets, pour le dire rapidement. Donc, comment toi, tu gères ça ? En fait, la question qui est très étonnante de la part de confrères, c'est de penser que parce qu'on fait de l'amiable, on ne facture pas. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce que l'exemple que je te donnais, par exemple, c'est quand vous faites des conclusions. Vous y passez 30 minutes, 2 heures, 5 heures, 10 heures. Les clients, il n'en sait rien. Si vous faites autant passer, vous allez faire autant passer, mais le client, il ne sait pas réellement le temps que vous avez passé sur ça. Quand on est dans des accords, quand on est dans des réunions, alors par exemple, le processus collaboratif, on fait une réunion préparatoire avec le client, on est 100% du temps avec lui. On a travaillé effectivement, comme je vous disais, tout ce qui est solutions alternatives.
On travaille avec lui la prestation compensatoire, les propositions, les options qu'il veut faire, comment il envisage les choses. Donc, on a 1, 2, 3 heures de réunion. Quand on travaille à 4 dans une réunion, le client aussi, il est là. Donc, il sait le temps qu'on a pris. Quand on fait le débrief avec le confrère, il sait qu'on a fait un débrief avec le confrère puisqu'on va faire un petit compte-rendu de la réunion. Donc, tout ça, c'est des actes facturables, du temps passé facturable, que le client apprécie d'autant plus qu'il a été partie prenante. Quand on est accompagnant en médiation, c'est la même chose. On accompagne en médiation, on facture, mais nous, on va avoir l'utilité de ce qu'on a écouté pour proposer un protocole d'accord, pour travailler avec le client sur des solutions. Donc, en réalité, c'est un faux débat que de croire que l'amiable n'est pas rentable. L'amiable est rentable. Par exemple, quand on fait des conventions de divorce amiable, on rédige des conventions, on fait du conseil sur la liquidation patrimoniale, on fait du conseil sur la prestation compensatoire, sur la contribution pour les enfants, et pour autant, je facture toutes les prestations. Donc, l'intérêt, c'est simplement qu'il y a un turnover des dossiers beaucoup plus rapide, puisqu'on ne va pas attendre 5 ans, 10 ans, etc., que c'est moins fatigant pour soi parce que la tension aussi, elle est hyper importante. Tu le disais, quand on reçoit des conclusions, alors nous, en plus, il y a beaucoup de choses où la première partie, c'est des procédures non écrites. Eh bien, on reçoit des conclusions la veille pour le lendemain. Mais il n'y a rien de plus insupportable pour moi, au bout de plus de 25 ans d'audience, que d'avoir encore affaire à des confrères qui font ça. Donc, moi, ce que j'aime, c'est de me dire, je vais pouvoir envoyer mon projet, on va pouvoir en discuter avec le confrère, on va refaire une réunion à 4 pour valider tous les points. Bon, et donc, tout ça, je le facture. Je n'ai pas de problème de facturation avec mes clients parce que, d'abord, c'est transparent dès le début. J'ai une convention d'honoraires en legal design qui fait que j'explique tous les points et qu'effectivement, la facturation, c'est au temps passé et que ça marche très bien. Il y a un vrai accompagnement qu'ils apprécient parce que on est à l'écoute, on est effectivement dans des réunions de préparation proactives avec les clients. Et donc, du coup, on travaille avec les confrères et on fait vraiment quelque chose qui est comme tu dis, gagnant-gagnant. C'est-à-dire pour le confrère, pour nous, pour les clients. Pour moi, mais vraiment... Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté? Alors, je fais exprès de te poser des questions vilaines, mais du coup, c'est complètement imprévisible le temps que ça va prendre, à moins que peut-être avec l'expérience, tu sois capable de déterminer une enveloppe d'heures, par exemple? Absolument. On fait une enveloppe d'heures, c'est-à-dire qu'on dit effectivement, on sait qu'une négociation, dans votre dossier, il y a un énorme enjeu patrimonial, il y a des questions de fiscalité, il y a des questions d'indivision, il y a des questions de qui va se voir attribuer, il y a des questions de soult. On sait qu'on va en avoir pour un audit qui va nous prendre 4 ou 5 heures. Après, on sait que la négociation, si on sent qu'il y a un point très difficile, on va dire, voilà, c'est en tant et tant d'heures. Et donc, on fait plutôt des fourchettes pour dire aux clients, vous savez qu'il y a une fourchette. Après, c'est leur responsabilité aussi. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous font confiance et qui disent, non, mais là, j'ai besoin de 30 minutes pour savoir où on en est, ce qu'on fait, et je travaille de mon côté, voire je négocie avec ma femme ou mon mari. Et puis, il y en a qui ont besoin d'être accompagnés pas à pas. Et ils le savent, et donc on va faire une ligne spécifique. Vous avez envie, on a un client comme ça, toutes les semaines, il veut un call de 30 minutes. Toutes les semaines, il veut pouvoir poser ses questions, pouvoir savoir ce qu'il doit entreprendre comme action, etc. On lui a dit, OK, pour nous, c'est bon. Voilà, donc on fait le point. Vous avez ça à faire, nous, on a ça à faire. Voilà, on en est de la négo. Bon, et puis il y a d'autres clients qui nous disent, non, moi, vous faites avec le confrère. Quand vous êtes parvenu à des accords, je vous ai donné ma ligne directrice. Moi, je veux que ça soit une réunion finale. Je ne veux pas des réunions intermédiaires. Voilà. Donc, tu vois, tu as plein de techniques qui font que finalement, tu arrives à facturer parce que tu es avec, c'est transparent, ton client le sait, il est OK avec ça. Certains nous disent, j'ai tel budget, je ne veux pas dépasser. Donc, on se dit, on fait très attention aux réunions. Quand on dépasse le budget, on prévient. Est-ce qu'il est OK, pas OK? Et puis, la relation de confiance s'étant installée, globalement, on n'a pas de sujet. On en a qui nous demandent effectivement là, est-ce que je peux négocier de mon côté ce point-là parce que je sais que je vais y arriver, ce point-là, je sais que je ne vais pas y arriver, donc ça, je vous laisse carte blanche, par exemple. D'accord, donc toi, tu fonctionnes au temps passé en faisant une fourchette, j'imagine, qui est issue de tes années de pratique, en disant, voilà,
je sais grosso modo combien de temps ça va nous prendre, quoi. Oui, et puis le type de difficulté de dossier, d'où l'intérêt de bien auditer son dossier. Ouais. Si on a une personne qui est de nationalité étrangère et qu'on a des problèmes de droit international privé, si on a des problèmes de biens qui ne sont pas en France, si on a des problèmes de création de société, par exemple, un divorce d'un entrepreneur, c'est parfois un peu plus complexe, surtout quand ils se sont mariés gentiment en communauté. Donc, on va devoir remonter un petit peu les montants qui ont été investis dans la société, etc. Donc oui, comme on fait cet audit, ça nous permet de dire aux clients, voilà, il va y avoir tel et tel sujet, on va prendre tant et tant de temps pour le faire. Et après, de proposer une prestation personnalisée, genre une demi-heure d'entretien par semaine où on se parle une fois tous les 3 mois, quoi. Absolument, absolument. C'est aux clients qu'on dit, voilà, c'est du sur-mesure, donc vous nous dites ce dont vous avez besoin et nous, on s'adapte à ça.